vous apprêtez à écouter Connaissez-vous, le balado où l'on discute de handicap visuel. Et voici Martin Chouinard. Bonjour à tous et à toutes, encore une fois, à Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. Moi, j'arrive pas à me faire à l'idée que nous sommes déjà arrivés à la mi-octobre. Le temps passe vite, c'est incroyable. Et cette semaine, j'avais le goût de vous raconter deux anecdotes, mais ce sont deux anecdotes très interreliées, vous allez comprendre. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans un commerce et de briser quelque chose? Hein? Mes anecdotes commencent avec une question et vous allez sûrement vous demander où je veux en venir, ou vous allez comprendre que j'ai cassé quelque chose dans un commerce. La réponse, c'est oui, parce que ça m'est arrivé une seule fois. Ça doit faire une vingtaine d'années et j'étais entré dans une tabagie, papeterie, en tout cas, un commerce, n'ayons pas peur des mots, là, très à bric-à-brac, là, c'était comme assez difficile de circuler. Et j'ai accroché avec mon sac à dos rien d'autre, nul autre qu'une statue de la Sainte Vierge, ce qui avait mis dans tous ses états une des, je ne sais pas si c'était la patronne de ce commerce-là, mais enfin, elle ne m'avait pas fait payer pour ça, mais bon. Et là, il y a quelque temps, je suis entré dans un commerce dont je vais taire le nom, mais je vais quand même vous donner un indice pour comprendre un peu dans quel genre d'endroit c'était. Disons que c'est un endroit dans lequel il y a beaucoup de bouteilles, hein? Des bouteilles qu'on peut facilement accrocher. Donc, je vous explique, je suis rentré dans le commerce en question. Ça n'a pas été long que j'ai eu de l'aide. J'ai suivi le préposé pour qu'on cherche ce que je voulais. Le caissier m'a dirigé ensuite vers les caisses. Il y avait 2 caisses. Et bon, vous allez comprendre qu'on a tournoyé un peu dans le commerce. Alors, je passe à la caisse et c'est le même caissier qui m'a trouvé mes bouteilles qui me fait payer. Et quand j'ai eu terminé de payer, je lui ai demandé par où on sortait et il m'a dit tout de go que je sortais par la même place que j'étais entré. Et je lui ai dit que vraiment, sérieusement, ça m'aidait vraiment beaucoup. Et là, c'est l'autre caissier qui m'a entendu et qui m'a donné les indications. Et je vous jure qu'à ce moment précis, si j'avais accroché une bouteille puis que je l'avais fait tomber et casser, ça m'aurait pas fait grand-chose. Mais sérieusement, j'ai trouvé vraiment que la finale de cette expérience dans ce commerce avait été des plus mal réussies et très peu intéressantes pour les personnes voyantes que nous sommes. Et je vous rappelle que j'habite à Longueuil, je n'habite quand même pas à Saint-Clinclin-des-Meumeux. Puis je crois que des fois, même à Saint-Clinclin-des-Meumeux, on est mieux servi. Enfin bref, message, et je termine cette anecdote avec une autre question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de casser quelque chose dans un commerce? C'est rare que je commence par une histoire. Et mon invité de cette semaine ne va pas nous raconter une histoire en particulier, mais il va nous raconter son amour pour les échecs qui l'ont amené à faire plusieurs voyages et, par la même occasion, trouver une autre sorte d'amour. Cette semaine, on s'entretient avec Olivier Deville. On remercie encore une fois les réseaux sociaux, on remercie la technique parce que cette semaine, on se dirige outre-mer pour parler avec un invité qui a beaucoup de choses à nous raconter, à nous expliquer. Et on prend des nouvelles hors Québec, hein, des fois, et
hors Canada même. C'est encore plus intéressant. Mon invité s'appelle Olivier Deville. Tout d'abord, bonjour Olivier. Bonjour Martin, c'est un plaisir de participer à ton projet. Bien, merci de te prêter au jeu. Et la première question que j'ai peut-être pas l'habitude de poser en commençant, c'est comment tu as eu vent de ce projet? C'est notre ami Pierre Saint-Onge qui m'a proposé d'y participer. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est Pierre qui nous a mis en contact et c'est Pierre aussi qui t'avait parlé du projet. Oui, c'est ça. Mais je le connaissais avant d'ailleurs. Ah, d'accord. Ben parfait. Hey, c'est la preuve qu'on est capable de traverser les frontières. Mais c'est sûr qu'avec avec Internet, hein, c'est magique. Hein, et c'est un peu ça le but, hein, c'est d'avoir accès à plein de choses. Donc, maintenant, revenons au vif du sujet et j'aimerais savoir, si tu es d'accord, bien sûr, de nous dire à quel endroit tu es né et environ à quelle époque? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis né en 1963. D'accord. Donc, dans le sud-est de la France, bon, c'est un peu l'Auvergne. Okay. La ville civilisée la plus proche s'appelle Saint-Étienne, qui est connue pour son équipe de foot. Bon, chez vous, on appelle ça le soccer. Chez nous, c'est le football. Oui, c'est bien donc, de le préciser. Oui, et j'habite Aurec-sur-Loire, qui est une petite ville de 6000 habitants. OK, d'accord. Parfait. Géographiquement, ça n'en situe plusieurs. Là. Et toi, Olivier, est-ce que tu avais un problème de vision déjà à la naissance? Oui, tout à fait. Donc, j'ai une rétinite pigmentaire. Donc, au début, j'y voyais pas trop mal. Bon, puis comme c'est la règle avec la rétinite pigmentaire, bon, ça s'aggrave d'année en année. Et toi, c'est à quel moment que ça... Quand tu étais bien jeune, tu n'en voyais pas trop d'inconvénients? Je voyais pas si mal que ça. J'avais un champ de vision un peu réduit, mais je voyais pas si mal que ça. Bon, et puis au fil du temps, j'ai eu les cataractes, donc qui ont été opérées en 95. Donc on m'a enlevé le cristallin, on m'a fait une aphakie. D'accord. Alors pendant 15 ans, j'ai eu les grosses lunettes d'aphaque, qui sont vraiment énormes. En 2010, on m'a greffé des cristallins, qui pour le coup a quand même amélioré les choses, mais comme la rétinique a continué à se dégrader, aujourd'hui, j'ai pratiquement plus rien, quoi. J'ai une vision centrale qui est pas si mauvaise, mais plus du tout de vision périphérique. D'accord. Mais à l'enfance, comme à l'école, puis tout ça, ça t'occasionnait pas trop de problèmes? Non, pas trop. J'avais des lunettes, mais sinon, ça allait pas trop mal. OK, d'accord. Mais histoire de savoir un peu quel genre d'enfant tu étais à l'école, qu'est-ce que tu aimais ou qu'est-ce que tu n'aimais pas? Oh, qu'est-ce que j'aimais? J'aimais bien m'amuser avec les copains. J'étais pas très discipliné. D'accord. Bon, au niveau études, il y a des choses que j'aimais, d'autres que je n'aimais pas. Donc, ce que je n'aimais pas, je ne le travaillais pas du tout. J'avais des notes catastrophiques. Et puis, ce que j'aimais, j'avais de très bonnes notes. D'accord. C'était de focaliser. Oui, j'en faisais un peu qu'à ma tête, c'est ça. Ben, j'aime ça les gens qui sont francs, hein, qui disent, moi, c'était ce que j'aimais pas, je le faisais pas. Hein. C'est ça, exactement. Y compris les devoirs, tout ça, bon, je me faisais gronder la plupart du temps, mais bon, ce que j'aimais pas faire, je le faisais pas. Et est-ce que tu aimais les sports, la musique, c'était quoi tes... Alors, les sports, j'étais dispensé, vu ma mauvaise vue. OK, quand même, OK. Voilà, j'accompagnais le groupe, mais je faisais pas de sport. Alors, il m'arrivait d'arbitrer, par exemple, bon, j'y voyais quand même assez pour arbitrer les matchs de volley, par exemple, donc on faisait arbitrer des compétitions. Déjà très jeune, j'aimais arbitrer. Et sinon, je faisais un peu d'apicide, mais sinon, je faisais pas d'autres sports, j'étais dispensé. OK, dispensé, ouais. Mais présent au voilà, groupe, dans le groupe, c'est ça. Et on te donnait des fois des tâches que tu pouvais accomplir. Ça. Quand même. Ben oui. Et en dehors de l'école, c'était quoi tes intérêts? Parce qu'on sait, tu vas nous en parler plus tard qu'il y a les échecs, là, mais est-ce que les échecs
Oui, tout à fait. Alors, comme beaucoup d'enfants, on m'a fait faire du piano quand j'étais petit. OK, la musique, Bon. oui. Et comme beaucoup d'enfants, j'aimais pas trop ça, les leçons de piano, ça me fatiguait. Et puis, il s'est passé, quand j'avais 20 ans, une chose étrange. Bon, j'avais arrêté le piano. Mais en 83, il y a eu d'énormes tempêtes de neige en France. OK. On a été privé de courant pendant une semaine. Ah, OK. On était dans le noir. Et on pouvait rien faire du tout. Ça fait penser Alors, un peu à la Ouais. tempête de verglas qu'on a eue, nous, ici, en Oui, oui, 1998, et Ouais, que certains ont manqué de courant là, vraiment longtemps. ouais, donc c'est ça. Pendant une semaine, il n'y avait pas de courant. Et bon, qu'est-ce que je peux bien faire? Il n'y a pas de courant, il n'y a rien à faire. Alors, il y avait le vieux piano qui était dans un coin. Comme ça, je me suis mis à pianoter un petit peu dans le noir. Et puis, je me suis aperçu que je pouvais reproduire des mélodies. Donc, je me suis remis à faire du piano, mais comme ça, en autodidacte, complètement à l'oreille. Bon, j'ai Ouais, aucune sans technique, obligation ni rien. Voilà, là. c'est Mhm. ça, tout à fait. Voilà, donc, et maintenant, je continue à jouer un petit peu de piano, bon, de clavier, à un très petit niveau pour me faire plaisir. Et j'avoue que le piano était quand même bienvenu dans cette situation-là, hein, parce que ça ne demande Il pas est bien tombé, d'électricité. tout à fait. Mhm. Ouais. Donc, de la musique, les études, plus qu'est-ce qui nous intéresse que les Oui. autres choses, les à amis. Mhm. Ouais, exactement. Et là, quand est venu le temps de s'intéresser à un métier, qu'est-ce qui t'intéressait? Qu'est-ce que tu voulais faire comme travail? C'est bien triste à dire, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Ah, encore là, pas le seul dans cette situation-là, hein? Ah ouais, c'est ça, je ne savais pas du tout quoi faire comme métier. Alors, il y avait des cours d'espagnol en deuxième langue. Comme j'avais trouvé ça facile, je me suis dit, tiens, je vais continuer l'espagnol. Donc, et j'ai fait l'université. Bon, parce que je trouvais l'espagnol, je trouvais ça facile à apprendre. Et donc, j'ai fait la fac d'espagnol. J'ai eu une maîtrise d'espagnol. Et Ouais. c'est vrai. Mais sans vraiment déboucher, quoi. Et c'était parce que moi j'ai pas un don pour les langues là, comme on pourrait dire, mais c'est vrai que des fois quand on écoute l'espagnol, on a l'impression de reconnaître beaucoup de mots Oui, tout à fait. Bon, après, ça n'est pas si simple. Ça serait trop facile de dire que c'est ça, l'espagnol, hein? c'est facile à apprendre. Oui, il y a quand même quelques subtilités. La grammaire n'est pas toujours si facile. Bon, mais moi, j'aimais bien. Je trouvais ça facile à apprendre pour moi. Et donc, j'étais assez loin dans les études pour la langue espagnole. Et là, pour tout ce qui est des études universitaires, encore là, est-ce qu'il y avait des problèmes qui se sont présentés Alors, au sujet de ma vue, oui. j'avais droit à un tiers-temps en plus pour les examens, que en fait, je n'ai jamais utilisé. Et puis, comme j'arrivais pas trop à voir au tableau, bon, souvent, j'enregistrais les cours que je réécrivais plus tard. Oui, hein, et c'est quelque chose faire ça, hein, parce que comme tu dis, il fallait réécouter après, hein, ça fait que oui, c'est quand même pas rien, oui, tout à fait. c'est du temps qu'il faut mettre, là, Ouais. Donc quelques accommodements, quelques mesures un peu que pas tout le monde utilise. Voilà, mais je m'en sortais quand même pas trop mal. Ouais. OK, d'accord. Et là, ça n'a pas débouché, ça, cette maîtrise? Non, ça n'a pas débouché parce qu'après, bon, le seul débouché, c'était l'enseignement qui m'intéressait pas tellement. Oui, puis qui aurait sûrement apporté d'autres complications. D'autres absolument. problématiques. Hein? Oui, tout à fait. Ça n'est pas si simple d'enseigner. Bon, il y en a beaucoup qui le font, en fait. Et c'est quand même compliqué d'enseigner quand on n'y voit pas ou quand on y voit mal. À enseigner, correction et tout. Hein? Ouais, exactement. Et puis, après ça, j'ai complètement changé de voie. D'accord. Et par un concours de circonstances, je me suis retrouvé comptable en entreprise. Et c'est très différent quand même, là. C'est le grand écart. À ma grande surprise, j'ai aimé ça. OK. Et pendant 10 ans, j'ai exercé le métier de comptable. Là, la comptabilité, là, de ce que j'en connais, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de colonnes, beaucoup de tout ça. Ça allait, j'imagine, parce que c'était pas le... Mais à l'époque, déjà, l'informatique était
l'informatique était déjà pas mal adaptée. Avec les Mac, on pouvait régler à peu près tout ce qu'on voulait au niveau basse vision. Donc, j'arrivais bien à m'en sortir. Et, pour les documents écrits, j'avais une grosse loupe. OK. Et ça allait bien, quoi. Ça allait bien. Mais est-ce que ça t'intéressait au départ, ça, l'informatique? Oui. J'ai toujours aimé ça, l'informatique, tout à fait. OK. Donc, aussitôt J'ai commencé avec un Atari 1040, qui est bien connu des connaisseurs. Oui. J'avais écrit quelques programmes avec. Ah oui, jusque-là, Bon, des après, programmes? en entreprise. Oui, tout à fait. Ouais, j'avais fait un programme de base de données d'échecs avant 16 bases, j'avais écrit ça. J'aurais pu faire des millions si j'avais continué, peut-être, j'en sais rien. Et après, en entreprise, bon, on avait des VAX sous Unix, c'est des grosses machines. Puis après, on est passé au Mac, et le Mac, ça allait très bien parce que on pouvait régler le degré d'affichage comme on voulait. Déjà, à ce moment-là, il y avait moyen... Là, oui, tout à fait. Le Mac était vraiment très en avance pour son époque. Dans les années 80, c'était déjà pas si mal. Quand même, hein? Ça veut dire que le Mac, oui. Ils ont toujours gardé un peu l'aspect accessibilité Ouais, exactement. Bon, ça parlait pas à l'époque, mais on pouvait régler, bon, on pouvait mettre la vidéo inverse, par exemple, ce qui pour moi est bien utile vu la rétinite. On pouvait grossir les caractères, ça allait bien. D'accord. Donc, pas trop de problématiques au niveau travail, puis en plus, c'était quelque chose que tu aimais et que ça allait. Oui. En fait, j'ai aimé ça, être comptable, ça me plaisait bien, même si c'était tout à fait différent de ce que je faisais au départ. Et par contre, j'ai dû m'arrêter un peu brutalement parce que tout d'un coup, j'ai pris les cataractes qui sont liées à la rétinite pigmentaire. Mais qui s'ajoutent à la problématique. Là. Ouais, c'est ça. Alors, je ne sais pas si le fait de travailler comme comptable a accéléré les cataractes, on ne le saura jamais. Bon, puis finalement, c'est pas si grave. Mais bon, après l'opération des cataractes, j'ai essayé de reprendre, mais j'arrivais plus trop. Donc, j'ai préféré arrêter de travailler, faire jouer les assurances et puis faire ce qui m'amusait. Et c'est ça, hein? Des fois, on se demande si ce qu'on a fait avant a eu une incidence, mais on le sait pas. Puis d'un autre côté, on peut pas s'empêcher. On le sait pas. Et c'est là qu'on voit que le handicap, on ne sait plus trop si c'est une occasion de faire autre chose. Le débat est intéressant. Effectivement. Puis si j'avais pas eu de problème de vision, je continuerais à travailler, faire un truc. Et au bout d'un moment, m'aurait peut-être lassé. Bon, maintenant que je suis pas obligé de travailler, je fais ce qui m'amuse. Et oui, mais j'aime ça de la façon que tu le dis parce que c'est sûr que ça doit pas être drôle au début, mais après ça, il faut occuper. Moi, je suis d'un nature optimiste, ouais. Je suis vraiment d'un nature optimiste et j'ai jamais eu vraiment de bête morale, de déprime ou quoi que ce soit. Et ni trop de questionnement à savoir quoi faire pour occuper son temps? Ah non, j'ai toujours trouvé quelque chose. D'ailleurs, on arrivera sûrement à en parler. J'ai trouvé plein de trucs intéressants à faire. Ben oui, parlons-en, parce que si on est rendu à l'arrêt de travail, qu'est-ce qui s'est passé après? Ouais. Voilà, on va revenir un peu en arrière. Bon, oui. Les échecs, j'ai découvert ça quand j'avais 15 ans, en 78, donc. Quand même, ça s'est passé d'une manière assez amusante. J'ai trouvé dans le grenier de chez mes parents un jeu d'échecs avec une méthode pour apprendre. OK. Comme ça, je suis tombé là-dessus. En allant comme fouiner dans le grenier. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Et donc, j'ai appris tout seul dans mon coin comme ça. Et tombé sur un jeu avec les instructions. Exact. Avec les règles du jeu, il y avait juste les règles, il n'y avait aucun élément de stratégie ni quoi que ce soit. Bon, j'ai appris comme ça. Puis, à mon collège, il y avait un échiquier dans un placard. J'ai appris à mes collègues à jouer. OK. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le recul, je me demande comment c'est possible, mais en 2-3 ans de pratique d'échecs au collège, on avait retrouvé certains principes, certaines ouvertures qui aujourd'hui existent, alors qu'on n'avait aucune connaissance théorique. Okay. Avec le recul, ça m'a quand même épaté. Ben effectivement. Et d'être capable de partager
Oui, oui. cette- Voilà, c'était quelque chose à partager, absolument. J'ai appris mes collègues, ils étaient bien contents de jouer aux échecs. Et puis voilà. et ça, Donc, excusez. oui, c'est pas grave. Donc après ça, je me suis inscrit au club d'échecs de Saint-Étienne, bon, qui est à peu près à 20 km de Rec. Bon, puis j'ai commencé une carrière de joueur d'échecs amateur comme ça. Hey, ben c'est parce que c'est une belle passion, les échecs aussi. Ah oui, c'est très bien les échecs. Sans les échecs, je sais pas trop ce que je ferais aujourd'hui. Je m'ennuierais beaucoup, je pense. Ça occupe beaucoup de place. Oui, oui, absolument. Mhm. Ouais, ouais. Et là, d'avoir commencé très jeune, en plus, Oui, oui. Ouais, c'est vrai que c'est bien, hein. oui, puis tu disais, parce que dans le livre, il n'y avait pas les stratégies. Là, les stratégies, Non, non, il y avait juste les règles du jeu. les règles Aucun du jeu, élément de stratégie. c'est ça, là, les stratégies, on les acquiert avec le temps, là, avec, à force de jouer. Avec le temps, ou avec la littérature. Ben aujourd'hui, les jeunes ont beaucoup de facilité pour apprendre à bien jouer aux échecs parce qu'il y a beaucoup de ressources, OK. ce qu'on n'avait pas à l'époque. Mais vous aviez votre association et là, il y avait plusieurs personnes. Comment ça se Alors, passe? le club d'échecs de Saint-Étienne, bon, c'était un club d'échecs à l'ancienne avec bon, une vingtaine de joueurs. Bon, au début, il n'y en avait pas beaucoup qui voulaient jouer avec moi parce qu'on n'aimait pas les jeunes débutants. Mais bon, j'ai quand même trouvé quelqu'un qui a bien voulu m'apprendre 2, 3 trucs. Puis bon, au fil des ans, j'ai quand même progressé. D'accord. Et donc là, le tournant suivant, c'est qu'en 1991, il y a quelqu'un qui a eu l'idée saugrenue de créer un club d'échecs dans ma ville où j'habitais, à Aurec. OK, directement dans Ouais, dans ouais, ta... ouais. Je suis pas du tout à l'origine de la création du club. OK. C'est quelqu'un d'autre qui s'est dit, tiens, si on faisait un club d'échecs, moi j'ai vu de la lumière, je suis rentré, puis voilà. Ben, Et on j'imagine a que lancé le club d'échecs d'Aurec. c'est ça, il devait avoir une demande quand même. Ça fait que... Bah, pas tant que ça, mais bon, il y avait quelques passionnés. Il y avait quelques passionnés, donc ça a bien pris en fait. Et le club existe toujours aujourd'hui. C'est ça, assez pour que... Ouais. Mhm. Donc ça l'a accentué le goût pour les échecs, vu que c'était plus proche ou si la distance, c'était pas... Oui, c'était surtout le projet associatif qui m'intéressait, bon, parce que bon, pour ce qui est du niveau de jeu, c'était peut-être plus intéressant de jouer à Saint-Étienne, mais au niveau associatif, j'ai préféré m'occuper du club d'Aurec et on a fini par arriver quand même à un bon niveau, puisqu'aujourd'hui on joue par équipe au niveau national, ce qui est quand même intéressant. D'accord. Et autre chose, donc l'année suivante, dès 1992, on s'est dit, tiens, si on organisait un tournoi d'échecs pour faire un peu d'animation. Et donc le tournoi d'échecs qui s'appelle l'Open d'Aurec a vraiment pris beaucoup d'amplitude. On a accueilli quelques joueurs parmi les meilleurs mondiaux, c'était vraiment très intéressant. Et la dernière édition de ce tournoi était en 2019. Bon, et malheureusement, depuis, il n'y a plus eu de tournoi à cause de la pandémie. Effectivement, la pandémie qui a eu raison de bien des choses. Tout à fait. Oui. Mais comment on organise ça, un tournoi comme ça, avec des personnes partout dans le monde? C'était avec le net? C'était... comment ça... Non, c'était un tournoi présentiel. Ok. Un tournoi présentiel. Il y avait des gens qui venaient de Russie. On a eu quelqu'un qui venait d'Atlanta, par exemple, aux États-Unis. On a eu un Argentin. Alors qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner, hein. Les gens ont aimé le concept, ils sont venus. Parce que les gens qui désiraient venir, forcément, devaient faire le voyage, là, puis venir oui, bien sûr, en oui, présentiel, puis ouais. pour l'honneur un peu, puis pour le plaisir de jouer. Là. Pour gagner leur coûte aussi, c'est des professionnels. Ouais. Mais Oui, quand oui, même, tout à ça fait, occasionnait de l'organisation, Ah. des frais, puis tout ça. Là. Ouais. Oui, le métier de joueur d'échecs, c'est un peu aléatoire. Des fois, on gagne, des fois, on ne gagne pas et on en est de notre poche. Effectivement. Et, d'accord. Et là, ce tournoi-là, c'est poursuivi c'était à chaque année? Oui. Ouais. On a fait le 28e tournoi en 2019 et depuis, on n'a pas fait de tournoi par la suite. Et on là, espère reprendre le plus possible. ça va reprendre possiblement Ça quoi? va reprendre. Pour le moment, on n'a pas fixé de date parce qu'on n'a pas assez de visibilité au niveau de la condition sanitaire. Mais dès qu'on saura qu'on peut reprendre, je pense qu'on va reprendre.
D'accord. Et, à part les échecs, qu'est-ce qui t'occupe? Est-ce que c'est... Alors, qu'est-ce qui m'occupe? J'aime bien lire, bon, j'aime bien écouter la télé. Et puis, au début des années 2000, je me suis retrouvé avec beaucoup de chats à la maison. Oui, j'ai vu ça sur le... Oui, sur c'est la... ça. Bon, j'avais une minette qui a fait des petits. Bon, ça a été en empirant. À un moment donné, je me suis retrouvé avec 25 chats ou quelque chose comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Bon, aujourd'hui, il m'en reste plus qu'une survivante, une vieille minette. Elle est juste, elle est sur sa chaise, elle est bien tranquille. Mais cette passion pour Mais les... j'ai bien aimé ça, avoir beaucoup de chats, même si ça faisait un peu de travail. Ben, beaucoup, j'imagine. Ça m'a bien plu, ça m'a bien occupé. À une époque, je commençais à plus vraiment voir grand-chose. Et bon, c'est vrai que, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à part les échecs et tout ça? Bon, ça faisait une occupation. Et ça a commencé comment, ça, cette passion pour les chats? Eh ben, par hasard, il y a une minette qui est venue, qui a fait ses petits chez moi. OK. Ça en a attiré d'autres. Et puis voilà, je me suis retrouvé avec beaucoup de chats. Donc, tu avais une maison, j'imagine, pour accueillir tous ces... Oui, je vis dans une grande maison sur une colline où j'ai beaucoup de terrain. Ah, d'accord. Ben, donc, hey, c'est quand même une belle passion, ça. Les animaux, c'est une présence. Ah oui, j'ai beaucoup aimé ça. Mhm. Ouais, exactement. Même si maintenant, c'est un peu plus tranquille. Oui, bon, c'est une période qui est terminée. Je pense pas que je reprendrai beaucoup de chats comme ça, mais bon, j'aime bien avoir 1, 2, 3 chats autour de moi à la maison. Ça donne plus de temps de s'occuper de chacun que quand, Oui, aussi, oui, c'est vrai. quand il y en a Ouais. une Ouais. grande quantité. Ouais. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, est-ce que tu as voyagé, toi, pour des tournois aussi? Oui, pour des tournois, pour les loisirs, oui, j'ai voyagé, oui. Alors pour les loisirs, je suis allé au Vietnam, au Cambodge, au Sri Lanka. J'ai un peu voyagé dans ces coins-là. Et sinon, bon, pour les échecs, en 2012, j'ai été joué en Inde. Mais quand même, hein? Oui. En 2015, j'ai été joué en Slovénie. Bon, j'ai fait pas mal de pays d'Europe, la Hollande, la Belgique. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? L'Italie, j'ai pas joué en Italie, non. Enfin, voilà, j'ai joué un petit peu partout en Europe. En Europe, de ce que j'en comprends, les pays sont assez rapprochés, donc c'est plus facile de passer d'un pays à l'autre. Oui, exactement. Il n'y a pas tellement de déplacements. Et donc là, dans un mois, je vais jouer en Grèce. D'accord. Oui. Pour les échecs ou pour autre chose? Oui, pour les échecs, ouais. Ah, d'accord. Voilà. Je me demande si j'ai pas un autre invité de Connaissez-vous qui sera pas à ce tournoi-là, parce que je me semble qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit... Oui, il y aura des Québécois. Qui m'a dit qu'il serait en Grèce. Absolument. Mm-hmm. Il y aura une équipe québécoise, c'est vrai. Ah, quand même, hein, c'est incroyable. Oui. Ouais. Et si on revenait au voyage... Bien sûr, j'ai joué au Canada aussi, évidemment. Ah, vous êtes venu au Canada? Oui, j'ai joué aussi au Costa Rica. Ah, quand même, hein? Ouais. Et au Canada, c'était en quelle année? Alors, c'est peut-être, on y viendra peut-être plus tard dans l'entrevue. J'avais noté, qu'est-ce que j'avais noté? Quelques éléments intéressants. Oui, donc pour occuper mon temps, à partir des 2003 et quelques, je me suis mis à organiser des tournois d'échecs pour programme informatique. OK. Donc, plus par l'aspect voilà. plateforme en ligne. Voilà. Là. Donc, j'alliais mes différentes passions, les échecs à l'informatique. Et il se trouve que ça a eu beaucoup de succès. J'avais plusieurs centaines de programmes d'échecs. J'étais en contact direct avec tous les programmeurs de ces modules d'échecs. Et je retransmettais les parties en direct. Il y avait des spectateurs, les gens discutaient. Ça m'a fait une activité sociale pendant pas mal d'années. Et maintenant, ça se fait encore? Alors, j'ai arrêté en 2011 parce qu'on avait des problèmes de triche. Il y a des gens qui prétendaient avoir écrit un programme. En fait, ils avaient cloné le programme d'un autre. Ah, d'accord.
vraiment comme du plagiat, là. Oui, c'est ça. Donc au début, j'arrivais à juguler ce problème de triche, mais bon, à un moment donné, j'ai été débordé, il y en avait trop, donc Ça a j'ai trop jeté pris l'éponge. d'ampleur. Ouais, c'est ça. De Mais bon, façon- je garde encore quelques contacts avec les programmes informatiques. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais au-delà de l'aspect de la triche, là, qui est pas rien, mais jouer aux échecs en ligne versus jouer aux échecs en présentiel, est-ce que ben, Ben, les deux sont bien. Les je- deux sont bien. je sais que c'est très différent, mais c'est pas la même chose. Non, non, c'est pas la même chose, bien sûr que non. Non, non. Non, Et- non, c'est pas la même chose. Ben, on joue beaucoup sur Skype. Bon, quand on ne peut pas sortir, ça va bien. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même mieux d'aller quelque part pour jouer en vrai. Ça, c'est clair. Parce que je sais qu'au Québec, moi je suis membre de quelques associations de loisirs et dans une de ces associations-là, entre autres, il y avait beaucoup de plages horaires dédiées aux échecs et ben, c'est sûr que ce qu'on a entendu dire quand il y a eu un petit peu l'accroissement des échecs en ligne, c'est que les gens souvent jouaient beaucoup plus en ligne parce que justement, ça leur évitait de sortir, surtout l'hiver, surtout dans les C'est ça, intervalles. exactement. Ouais, exactement. Et est-ce que tu as eu euh, contact avec des personnes qui devaient utiliser plus d'adaptation au niveau informatique? Parce que ceux qui ne voyaient pas du tout, est-ce qu'ils arrivaient à jouer quand même? À cette époque-là où j'organisais ces tournois, j'avais encore une bonne vision centrale, donc j'avais pas trop de problèmes. D'accord. Alors, il y a aussi une date importante. 2007, j'ai acheté mon premier échiquier adapté. Oui, oui, Bon, ben oui. avant, je jouais aux échecs, bon, sur un échiquier normal, bon, en regardant l'échiquier comme je pouvais. Et donc là, j'ai acheté mon premier échiquier adapté. Je l'avais fait venir d'Allemagne par justement un de mes collègues programmeurs. Et j'ai commencé à jouer avec le jeu adapté. Je me suis mis du jour au lendemain, j'ai joué avec ça. Et en 2010, j'ai participé à mon premier championnat de France pour les aveugles. Avant, je ne savais pas que ça existait. Ah oui, c'est ça, parce que là, oui, Oui, avant ça, c'était toujours avec les personnes sans... exactement, avec les voyants. Donc aujourd'hui, je joue toujours avec les voyants, mais je joue également avec les aveugles. Et c'est quoi qui fait qu'un jour, comment tu l'as appris que ça existait? Est-ce que tu as fait la recherche ou tu n'as entendu parler? Non, 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 c'est l'organisation qui m'a contacté, bon, pour me demander quelques conseils. Et finalement, tu veux pas jouer? Ah ben, moi, du coup, ils m'ont dit, on est impair, tu veux pas jouer? Ah, Alors, j'y suis allé. Le plus amusant, c'est que finalement, j'étais quand même impair, mais bon, j'ai joué le championnat. J'ai d'ailleurs été à 2 doigts de gagner pour la première fois. Mais en tout cas, ça m'a plu. Bon, et puis comme j'aime bien le milieu associatif, je me suis assez vite impliqué dans cette association. Donc, qui s'appelle l'AUPA, Association échiquienne pour les aveugles. Donc, qui est l'association qui s'occupe des joueurs d'échecs aveugles sur toute la France. d'accord. Donc, on t'a approché, t'as accepté d'emblée, puis ça t'a plu, puis... Oui, oui, exactement. Ouais, ouais. Est-ce Ben, que... c'est quand même franchir un pas que de participer à une compétition pour handicapés. Oui. Il y a des gens qui sont dans le déni, disent non, c'est des aveugles, je suis pas aveugle, j'y vais pas. Bon, moi j'ai décidé de passer ce pas puis de jouer avec les aveugles. Et c'est très important ce que tu dis, même pour utiliser des trucs adaptés. Déjà, en partant, ça signifie que c'est facilitant pour nous là, qu'on se dirige vers des choses plus faciles qui vont nous... Ouais, tout à fait. Ben, moi, j'ai mis beaucoup de temps sur terre chez moi avec une canne. Je préférais me connaître partout. Puis bon, au bout d'un moment, quand même. Ah oui, de prendre le risque de se blesser. Oui. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de sortir avec une canne de chez moi. Et c'est quoi qui a fait un jour que ça... Ben, j'aurais eu un déclic. Je me suis dit, allez, faut prendre la canne, c'est parti. Je sais pas pourquoi après. Ça suffit, les blessures. Maintenant, on y va de façon Ouais, c'est plus, ça. Voilà, exactement. Ouais. plus sécuritaire. Eh oui. D'accord.
Et j'aimerais ça qu'on revienne au voyage parce que, bon, Oui, il y en a bien eu sûr. beaucoup. Puis, en plus, Oui. j'aimerais savoir un peu c'est sûr que quand on aime voyager, j'imagine là, on veut visiter le plus d'endroits possible, le plus de pays possible, mais comment on sélectionne justement les pays où on veut aller? Oh, c'est une envie, hein. C'est une envie. J'aimerais bien visiter ce pays. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Bon, et par exemple, au Vietnam, c'était un voyage organisé, mais j'avais en plus réservé un guide exprès pour moi, D'accord. qui me guidait, bon, qui m'aidait à me diriger. Et puis, bon, des fois, s'il trouvait que la visite n'était pas trop intéressante, il me faisait voir autre chose. Et On dit, tu étais parti tout oui, seul pour ce voyage-là? oui, je pars toujours tout seul, hein, Tout seul, désolé. OK. Ouais, je pars tout seul. Oui. Bon, dans les aéroports, il y a une assistance, ça c'est pas un problème. Puis après, sur place, on débrouille toujours. Mais quand on a un guide, ce guide-là, il est avec nous toujours? Il s'occupe de nous tout le long de notre voyage? Ça dépend. Bon, pour le Vietnam, j'avais pris un guide. Pour le Cambodge, je m'étais plus débrouillé tout seul. J'avais loué une petite chambre, puis je me débrouillais un petit peu. Pour le Sri Lanka, c'était un voyage organisé. Bon, j'étais avec du monde, ça allait à peu près. Mais sinon, par exemple, au Costa Rica, bon, j'y suis allé tout seul comme ça. Je suis parti de Québec. Je suis arrivé au Costa Rica. J'ai joué là-bas pendant 4 jours. Puis bon, je suis revenu, bon, sans assistance particulière. Quand même, hein, ça demande une grosse débrouillardise. Ben oui, puis bon, il faut. Bon, je suis optimiste, donc il suffit de pas avoir peur. Puis généralement, ça se passe bien. Et on en retire une grande satisfaction quand on revient? Ah, bien sûr, on est content d'être autonome, on est content d'avoir réussi à faire quelque chose, bon, de quand même bien. Ouais. Et dans le cas de voyage organisé, on vous laissait, parce que moi, les expériences de voyage organisé que j'ai eues au Québec, là, on voulait pas trop que je sois seul, hein. On voulait quand même que je sois accompagné de quelqu'un qui me connaissait. Puis Ah ouais, ah bon. c'est Non, un non, peu ça n'a pas posé de problème. quand même, hein, Ouais. c'est extraordinaire. Peut-être que de toute façon, si j'avais poussé plus, peut-être qu'il m'aurait laissé aussi, là, mais Oui, peut-être bien, oui, ils sont un peu trop protecteurs, je ne sais pas. ben, je pense qu'ils pensent à leurs propres fesses, là. Ils veulent pas Ah, il ne veut pas prendre de risques. Ah oui, je comprends ça. Je pense que c'est D'accord. plus ça, là. Ah oui. Il aurait fallu Oui. creuser peut-être un peu à ce niveau-là. Ouais. Mais quand même, est-ce qu'il est arrivé des anecdotes heureux ou malheureux pendant tous ces voyages? Là, tout de suite, non. J'ai bien aimé ces voyages. J'ai visité plein d'affaires que je pensais pas visiter, mais il n'y a pas vraiment d'anecdotes particulières liées à mon handicap ou quoi que ce soit. Non. Et quand tu étais seul, que tu devais vraiment te débrouiller, est-ce que tu avais Oui. le GPS? C'est quoi les... Non, à l'époque, j'avais pratiquement rien de tout ça. Ah, quand même! Ouais. Et tu arrivais à Oui, j'arrive à faire un peu ce que je voulais. Ouais. aller à peu près partout où tu voulais, Ouais. sans trop d'embûches et sans trop de... Ouais. OK. Parlant du Québec, parce que bon, du Canada, Oui. c'est ça, ça a été quoi le premier voyage Paris? Ah ben là, il faut en revenir aux échecs là maintenant. Oui, mais revenons-y. Alors, oui, il faut en revenir aux échecs parce que c'est lié aux échecs naturellement. Donc, une fois que j'ai arrêté d'organiser les programmes, les tournois pour programme d'échecs, oui, qu'est-ce que je vais faire? Donc, alors, l'EPA organisé, bon, c'est pas vraiment l'EPA qui l'organisait, mais c'était des joueurs d'échecs en liaison avec l'EPA qui organisaient des tournois d'échecs sur Skype. OK. Bon, avec notamment Pierre Lambert que tu dois connaître, je suppose. Oui, puis voilà, je l'ai même reçu à Connaissez-vous. Ah, il est passé au grill, lui aussi? Oui. Ah ben, c'est bien. Donc, il était dans l'équipe organisatrice de ces tournois d'échecs sur Skype. Bon, puis, ça m'a bien plu, j'ai commencé à jouer avec eux. Bon, puis petit à petit, j'ai pris le contrôle des tournois. Maintenant, c'est moi qui les organise.
à tel point qu'aujourd'hui, c'est vraiment des compétitions internationales. Il y a une trentaine de pays représentés. Le dernier, il a 260 joueurs, par exemple. Et Bon, quand ça même. fait pas mal de monde. Mhm. Ouais. Et alors, en 2012, il y a le CQPA qui a invité les joueurs français à venir à jouer un tournoi au Québec. D'accord. Alors moi, je me suis inscrit. Chouette alors, le tournoi au Québec, j'y vais, je me suis inscrit, j'ai pris mon billet d'avion. Et puis dans le même temps, j'ai discuté avec une fille sur Skype qui jouait les tournois d'échecs. Au Québec? Ben oui, une Québécoise qui s'appelle Ok. Cindy Gagnon. D'accord. Et j'ai commencé à jouer avec elle, on a beaucoup sympathisé. Et puis voilà, en 2012, je l'ai rencontrée en vrai. Lors Et de ce puis, voyage. Mhm. et puis depuis, on ne s'est plus quitté. OK. Ouais. C'est une belle histoire. C'est ça, oui. Je pense que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie de faire cette rencontre parce que c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et puis voilà, on est ensemble depuis 2012. Mais est-ce qu'elle est encore au Québec ou elle vous a suivi ou qu'est-ce qui... Non, il est au Québec, on est chacun de notre côté. Chacun de votre côté. Quand même. Oui, là. De temps en temps, quand j'ai 5 minutes, je saute dans l'avion, je veux la voir. Elle est venue quelques fois en France aussi. Voilà, et on arrive bien à se débrouiller comme ça, à cultiver notre relation. Bon, bien évidemment, on se parle tous les jours sur Skype ou sur FaceTime. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, c'était ma première visite à Québec en 2012. Bon, puis évidemment, ça n'a pas été la dernière. Et qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que tu as aimé du Québec, à part la belle rencontre? À part les Québécoises. Ouais, c'est ça. Oui, donc il faut préciser qu'elle est également déficiente visuelle. D'accord. Oui. Alors, j'ai aimé la tranquillité. Québec, c'est un peu la ville à la campagne, ça me plaît beaucoup. C'est tranquille, j'aime bien. À part ça, j'ai pas beaucoup visité. Bon, on va peut-être le faire à un moment donné, mais j'ai pas beaucoup visité le reste du Québec ou le reste du Canada. C'était un Mais peu, peut-être. c'était un ça peu ma viendra prochaine question, parce que là, Oui. lors des tournois, j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de temps. Et, Non. Bien sûr que non. et quand vous êtes, quand c'est pour un voyage plus d'amoureux, ben, on passe du temps avec Voilà, la on passe du personne temps avec aimée. la personne, exactement. On fait des sorties au restaurant, on va voir des concerts. Bon, c'est pas si pire, hein. Mais on n'a pas beaucoup voyagé pour le moment. Mais je sens que, comme tu l'as dit, hein, pas le dernier non plus, c'est qu'il y aura Je sûrement. pense que ça va venir à un moment donné. On va peut-être visiter un petit peu, oui. Mais c'est quand même incroyable, hein, parce que ça t'a donné l'occasion de venir au Québec plus souvent, ça l'a donné l'occasion à ta copine Exactement. de Oui, voyager, tout à fait. elle aussi. Non, puis voilà, je pense qu'il y avait un aliment d'étoiles ou quelque chose, parce que après elle m'a dit que c'était le dernier tournoi qu'elle faisait, parce qu'après, bon, ça la fatiguait un peu. Bon, elle n'est pas tellement passionnée par les échecs non plus. Et puis, bon, on s'est parlé sur Skype pendant les tournois, puis voilà, ça a bien marché. OK, elle, les échecs, c'était pas comme une passion, comme Non, elle comme continue à jouer un petit peu, mais alors par contre, j'ai communiqué ma passion de l'organisation de tournois. Elle aussi, elle organise un tournoi sur Skype, elle organise le tournoi francophone, Oui, qui marche aussi très bien, parce qu'il y a 86 inscrits cette année. parce que l'organisation, les gens oublient, mais c'est quelque chose, là, c'est du détail, faut que ça fonctionne. Ça n'est pas rien, tout à fait. C'est Et pas... moi, j'adore ça, j'adore organiser, j'adore arbitrer. Bon, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Bon, puis je l'ai poussé dans cette voie. Puis elle aime bien aussi. C'est pas donné à tous, là. Ça en prend des gens qui organisent. Ça prend des gens qui... oui, oui, tout à fait. Ça prend des gens qui s'inscrivent quand on lance quelque chose, mais ça prend quelqu'un pour l'organiser. Absolument. Puis on le voit si c'est pas organisé soigneusement, les problèmes qu'on peut rencontrer. Alors, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous parler aujourd'hui? Non, pas particulièrement. Bon, c'est tout lié aux échecs, mais bon,
On a fait parler des échecs. Oui, on a fait un bon tour, puis je pense que les ouais. gens qui auraient envie de jouer aux échecs, eux aussi, vont savoir qu'il existe beaucoup de possibilités, qu'il y a quand même un grand nombre Exactement. de personnes intéressées. Voilà, il y a des... Oui, tout à fait. Moi, j'ai envie de vous dire en terminant, parce que je suis allé 2 fois en France. Hein, je suis allé une fois à Paris, une fois à Toulouse, tout ça. Et là, en 2023, je prévois peut-être la Belgique. Alors... Ah, très bien. Très bien, très bien. Et moi, c'est pas pour mon amoureuse oui. que je le fais. Je le fais pour... c'est presque mon amoureuse. C'est ma chanteuse là, préférée. C'est pour Mylène, bien sûr. Ça fait que... Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, j'en connais des aveugles en Belgique aussi. Hein. Oui, oui. Puis il y a des intéressants, ouais. J'imagine. Puis en tout cas, moi, ça... Paris, c'est sûr que ça m'intéressait de visiter Paris. Mais là, je m'étais dit que la prochaine fois que Mylène nous ferait l'honneur d'un concert, ce serait ailleurs. Donc là, j'ai hésité entre la Suisse et la Belgique, mais là, ma décision est prise, c'est la Belgique. Alors, je vais ressauter dans l'avion en 2023. Si tout, bien sûr, va comme on veut. Oui, ça a l'air en France, la situation s'améliore. Tant mieux, hein. Je pense qu'un jour, on verra le... On va s'en sortir. C'est ça, on va voir le bout du tunnel, comme on dit. Oui, exactement. Ça a été très intéressant encore aujourd'hui. Je suis enchanté d'avoir fait ta connaissance par l'entremise du projet Connaissez-vous et, comme je le dis souvent, par le fait qu'on est à distance, hein, on n'est pas en présentiel, là, raison de plus parce que là, on est très loin, mais c'est la pandémie, moi, qui a fait en sorte que j'ai commencé à faire des entrevues à distance. Alors, je mets ça sur le côté positif de la pandémie, là, même si ça peut paraître un peu fort, mais reste que c'est ça quand même. Merci infiniment, Martin, pour ton invitation. C'était vraiment un plaisir partagé. Un gros merci à toi aussi. C'était Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Collaborateur bénévole. Présentatrice, Katia Darèche. Recherchiste, Pierre Saint-Onge. Montage, Frédéric Gauthier. Mise en ligne, Stéphanie Carrasco. Musique, Stéphane Pilon. Pour toute question, commentaire ou si vous désirez écouter ou réécouter nos entrevues, visitez notre site web au www.martinchouinard.com. En terminant, il est important de prendre note que les opinions émises par les invités entendus dans ce balado leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. À bientôt!